Il senso religioso o l'esperienza religiosa è innanzitutto un fatto, un fenomeno obiettivo, un fatto reale. Non è un'idea. Innanzitutto non è un modo di sentire. Non solo si tratta di un fatto, di un avvenimento, ma del fatto più imponente e più inestirpabile della storia dell'uomo. Più imponente, più vasto, che neanche il fenomeno dell'amore dell'uomo e della donna, che neanche il fenomeno del rapporto tra genitori e figli. Perché il senso religioso è un avvenimento che pone, che afferma o che ricerca l'orizzonte entro il quale acquisti senso anche il rapporto tra l'uomo e la donna, anche il rapporto tra genitori e figli. Perciò è più vasto, perfino di quelli. Quello che ti serve quando ti serve. Come il piano Easy Smart a canone zero, anziché a 3,90 € al mese. Easy Bank, semplicemente banca. Quello che ti serve quando ti serve. Nasce Easy Bank, la nuova banca digitale di Intesa San Paolo. Easy Bank, semplicemente banca. Il senso religioso o l'esperienza religiosa è innanzitutto un fatto, un fenomeno obiettivo, un fatto reale. Non è un'idea. Innanzitutto non è un modo di sentire. Non solo si tratta di un fatto, di un avvenimento, ma del fatto più imponente e più inestirpabile della storia dell'uomo. Più imponente, più vasto, che neanche il fenomeno dell'amore dell'uomo e della donna, che neanche il fenomeno del rapporto tra genitori e figli.
Perché il senso religioso è un avvenimento che pone, che afferma o che ricerca l'orizzonte entro il quale acquisti senso anche il rapporto tra l'uomo e la donna, anche il rapporto tra genitori e figli. Perciò è più vasto, perfino di quelli. Quello che ti serve quando ti serve. Come il piano Easy Smart a canone zero, anziché a 3,90 € al mese. Easy Bank, semplicemente banca. Quello che ti serve quando ti serve. Nasce Easy Bank, la nuova banca digitale di Intesa San Paolo. Easy Bank, semplicemente banca. La civiltà dell'amore, fratelli e sorelle, costruite senza stancarvi mai questa civiltà. Lavorate per questo, pregate per questo, soffrite per questo. Un cordiale benvenuto. Bienvenue à tous et particulièrement aux amis
le président du Conseil des ministres de la coopération internationale des étrangers, Antonio Tajani. Je remercie aussi le directeur exécutif du World Food Programme, Cindy Hensley McCain, qui ne pourra pas être avec nous ce matin, mais à cause d'un voyage de travail, elle va intervenir à travers une vidéo. Je salue aussi Gianpaolo Silvestre, le secrétaire général de l'AFSI, qui va modérer cette rencontre. Pour le meeting qui a la vocation d'être un meeting pour l'amitié entre les peuples, c'est un grand honneur de pouvoir affronter avec nos intervenants l'un des thèmes les plus urgents de notre époque, la coopération avec l'Afrique. Un continent avec un potentiel qui est inestimable et un très nombreux peuple de jeunes qui est en train d'être accueilli et valorisé. Le gouvernement italien devrait affronter ces défis comme défis communs. Ce n'est pas une chose gagnée, acquise, et c'est un vœu qui enlève aux résines toute démocratie et suprématie, mais cherche à coopérer au bien commun pour l'aide mutuelle. Je veux remercier aussi le Seigneur ministre et tout le staff, toute l'équipe, en particulier le ministre Stefano Gatti, pour la précieuse collaboration et la construction du pavillon international qui, en cette édition du meeting, se présente avec le titre « Les voies de l'amitié ». En mettant en lumière des projets et des parcours qui assurent les provisionnements de l'urgence alimentaire des premières nécessités aux pays qui en ont plus besoin et qui en garantissent la protection et la sécurité à ceux qui en fuient de certaines guerres et conflits. Même en cette année, le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale a coordonné la présence d'importants partenaires internationaux et nationaux à partir de CRM de Bari, partenaire clé de la coopération italienne avec de nombreuses initiatives de sécurité alimentaire et de développement du bassin de la Méditerranée. Je me permets d'ajouter aussi l'une des œuvres les plus prestigieuses d'Italie. Merci beaucoup et bonne rencontre. Bonjour à tous, bienvenue. Donc on va commencer cette rencontre de dialogue avec le ministre des Affaires étrangères et de la coopération pour le développement et le ministre Tajani. Le titre, c'est les nos défis communs avec l'Afrique. L'Afrique, désormais, est l'une des priorités de la politique étrangère italienne. Ce l'est et ce le sera encore plus, de plus en plus. L'attention de l'Italie sur ce continent, la société civile qui a concerné l'Afrique, c'est une preuve. En ce moment de dialogue, on va essayer de comprendre à travers le ministre qui est le responsable de la politique étrangère italienne, quelle est l'approche que l'Italie veut avoir sur l'Afrique et qu'est-ce que l'Italie veut et peut faire en ce moment. Avant de commencer ce dialogue avec le ministre, nous avons cette vidéo de Cindy McCain, qui est la directrice exécutive du Programme alimentaire mondial, le World Food Programme, l'une des plus importantes agences des Nations Unies, l'un des pôles romanes, parce que le quartier général est à Rome avec la FAO. Et c'est une agence qui a le devoir de fournir de la nourriture aux populations en difficulté, surtout en Afrique et dans des contextes de crise et d'urgence. On lui a posé une question sur comment, à partir de son point de vue, elle voit la question de l'Afrique en considérant son expérience et surtout son rôle. Elle nous a envoyé cette vidéo et je veux vous lancer maintenant. Seigneur,
Bonjour, merci pour m'avoir invité aujourd'hui. J'ai visité beaucoup de pays africains récemment, entre lesquels la Somalie, les nations des Sahel et le Soudan aussi. J'ai vu personnellement des défis et des opportunités qui existent aussi dans tous les continents. Aujourd'hui, un Africain sur 5 souffrent de faim chronique. Les conflits, les changements climatiques et l'instabilité économique et politique augmentent cette crise humanitaire. En Somalie, par exemple, j'ai rencontré Alima qui m'a raconté d'être fui pendant 200 km de sa maison pour échapper au groupe armé qui attaquait sa communauté. Et beaucoup plus de cultures africaines et des paysans assistent à la destruction de ces cultures en les restant à la faim chronique de famille. Ce ne doit pas être ainsi parce que j'ai vu du potentiel qu'il y a dans toute l'Afrique. Par exemple, les ressources naturelles et la richesse qu'il y a en termes de sagesse et de connaissances présents dans toute communauté, et le talent et l'énergie stimulante de tous les jeunes que j'ai eu l'occasion de rencontrer. Nous devons donc travailler ensemble avec nos partenaires africains pour développer et profiter au mieux de ce potentiel pour faire en sorte que tout le continent ait du succès sur ça. L'assistance humanitaire n'est pas suffisante en soi, on doit affronter les causes les plus profondes de la pauvreté et de la faim afin que les personnes puissent vivre et prospérer dans leur communauté. Cela signifie donc d'investir dans des programmes d'instruction écolière pour que les enfants les plus pauvres peuvent avoir de l'aide et de l'instruction. Aider aussi les constructeurs pour que les changements climatiques ne soient pas de la cause pour que tout cela détruit. On doit aussi potentier les programmes de développement social afin que les personnes les plus affamées reçoivent de l'aide pour qu'elles ne doivent pas abandonner leur maison. Personne ne doit pas rester tout seul. Donc on doit intervenir en tant que gouvernement, société civile et en tant que gouvernement italien. Il faut dire qu'on a donné la preuve de leadership de situation globale, mondiale, parce que le dernier mois à Rome, avec la présidence du G7 en 2024, est une grande opportunité pour allumer, pour donner de l'importance sur le développement durable, sur la faim et sur la pauvreté qui est urgence dans l'Afrique et dans le monde entier. Nous sommes prêts à soutenir nos partenaires en Italie, en Afrique et dans tout le monde pour développer nos compétences, nos investissements, afin qu'il y ait un futur durable en Afrique et dans le monde entier. Voilà comment la directrice disait, l'Afrique est un continent avec beaucoup d'ombre, mais aussi avec des potentialités et des grands défis. Mais maintenant, je voudrais vous demander, ministre, en partant de votre expérience personnelle, vous avez eu plusieurs expériences dans des rôles importants. Donc, le président du Parlement européen et maintenant comme vice-président du Conseil des ministres des Affaires étrangères. Et donc, vous avez eu la possibilité de voir les relations entre l'Europe et l'Afrique et de voir comment ces relations ont changé dans les temps. Nous de APSI, on dit souvent que désormais, il n'y a plus un nous ici qui est séparé d'un eux là-bas. C'est-à-dire que les destins sont liés et le défi qu'on a, on peut la vaincre ensemble, sinon ce n'est pas possible de la vaincre, de la gagner. Est-ce que vous partagez cette affirmation qui est de notre expérience? Et est-ce que vous avez pu la vérifier pendant vos voyages et vos rencontres? Et comment vous voyez la relation avec l'Afrique en partant de votre expérience? Et comment elle a changé dans les temps? Tout d'abord, bonjour à tout le monde et merci pour m'avoir invité et pour me donner la possibilité de discuter sur un thème qui pour moi a été toujours très important et que j'ai à cœur, et non seulement dans ma vie politique, mais aussi dans ma vie personnelle et du passé. Parce que je pense que la relation entre nous et l'Afrique est une relation que j'ai appris à connaître quand j'étais un enfant.
grâce aux bonnes sœurs où j'allais à l'école. Elles me parlaient toujours de l'Afrique et de ce qu'on pourrait faire pour l'Afrique. Plus tard, quand j'étais à l'école, à l'école en général, on ne peut pas considérer l'importance du rapport entre l'Afrique et notre histoire. On ne peut pas parler de Rome sans parler de Carthage, par exemple. Donc, on ne peut pas parler de nous sans connaître l'histoire de l'Égypte. En même temps, il est important de connaître comment cette partie de l'Afrique a influencé notre histoire. Il faut rajouter aussi les relations qu'on a, surtout grâce aux actions des missionnaires. Surtout grâce aux relations aussi avec les chrétiens et à la culture ancienne qu'il y a en Éthiopie. C'est un pays qui a une histoire culturelle avec sa langue et ses écrits et qui viennent du passé. Donc il faut penser aux plusieurs connexions qu'on a avec le monde de la Méditerranée. Quand je suis devenue commissaire européen, avant dans les transports, après dans l'industrie, j'ai toujours pensé à comment l'Europe pouvait mieux se lier à l'Afrique. Et je me rappelle que le dernier acte en tant que commissaire européen, c'était un grand événement que j'ai organisé avec la Commission africaine concernant les raisons entre l'Afrique et l'Europe qui pouvaient se connaître entre elles, de manière à permettre à travers les transports et les infrastructures la croissance des deux économies. Pourquoi je dis qu'on l'a organisé ensemble et que je l'ai organisé avec les Africains? Parce que si nous, on veut vraiment bâtir une relation d'amitié, il faut avoir un grand respect pour ces millions et millions de personnes qui sont nos proches. Si on pense de nous rapporter à l'Afrique avec une mentalité encore néocoloniale, on risque d'avoir une sorte de refusé envers nous. Et cela ne serait pas du bien pour nous, mais non pas ni pour l'Afrique. Parce que d'autres réalités, par exemple la Russie ou la Chine, pourraient intervenir. Et elles ont seulement un intérêt économique. En tant que commissaire aussi de l'industrie du Parlement européen, j'ai beaucoup travaillé afin que les relations, j'ai aussi organisé un grand événement en invitant plusieurs leaders africains pour nous partager le rapport entre nos continents. Et j'ai vu une Afrique grandir dans la qualité, dans la formation, parce que l'Afrique est un continent qui est en même temps très pauvre et très riche. Il faut faire autant que la partie la plus pauvre se termine d'un côté et que la partie la plus riche profite des grandes opportunités. Donc c'est ici qu'on joue notre rôle. Je répète, notre rôle doit être très respectueux de l'identité des Africains. Quand j'étais commissaire, je disais en français, il faut regarder l'Afrique avec des lunettes africaines et non pas avec des lunettes européennes. Mais cela doit nous pousser à comprendre même leur mentalité. Je me réfère à un événement très récent. Par rapport à la Tunisie, on a insisté pour gagner des luttes à partir d'autres pays européens qui voulaient financer ce pays et pour garantir la stabilité.
et empêcher qu'elle était dans les mains des extrémistes et qu'elle devenait un couloir d'immigration illégale. Mais l'effort le plus grand que j'ai dû faire, mais même le gouvernement italien a dû le faire, et qu'on doit faire, c'est de faire comprendre aux autres Européens que notre rôle est celui de garantir la stabilité de ce pays et non pas de transformer la Tunisie dans, par exemple, la Suisse ou la Danemark, donc dans un autre pays. Et les Occidentaux, même dans le passé, sont arrivés en imposant leurs règles. On doit faire ainsi, on dicte les règles. Pourquoi les Italiens, y compris les soldats, les militaires, sont les plus bien accueillis? Parce que ce sont ceux qui sont capables d'être les plus changeables dans la compréhension de l'identité de l'autre. Si on veut vraiment bâtir, parce que les Africains le demandent, donc un rapport d'amitié et de stratégie commune et à long terme, on doit faire ainsi que notre action, notre agir, soit un agir qui va dans la direction d'une amitié et non pas d'une imposition. Je vais un exemple. L'Afrique est un continent qui a plein de matières premières. L'Italie est un pays industriel. L'Europe est un continent industriel et on a beaucoup de difficultés, surtout avec la crise, à avoir une politique industrielle. Et les matières premières, donc je pense surtout à les matières les plus rares, ont des prix vraiment élevés. Et c'est la Chine qui est la première dans les matières premières. Donc c'est ça la difficulté dans la concurrence entre notre entreprise et les autres. Donc qu'est-ce qu'on doit faire pour essayer d'avoir des matières premières à un prix inférieur? Il faut arriver à avoir des accords avec les Africains qui soient gagnants pour les deux pays. Je pense par exemple à des sociétés mélangées qui fassent une activité qui extrait les produits. Mais après, le produit doit être produit en Afrique, en faisant travailler en Afrique et non pas à travers une importation pour garantir une croissance de la production et un développement du pays. Et donc nous, grâce à ces accords qui sont gagnants des deux parties, on pourrait acheter les matières premières à des prix moins élevés. Mais sinon, on pense d'aller dans ces pays et de prendre tous les produits déjà faits, ce n'est pas un bien. On risque d'être expulsé. Et la raison pour laquelle, même dans l'événement le plus récent du Niger, j'ai essayé d'être très prudent et de faire toujours gagner la voie du dialogue. Même si on avait de la sympathie et on avait exprimé un soutien au président du lieu. On avait toujours demandé d'avoir un retour à la démocratie. On n'a jamais pensé qu'il fallait y avoir une intervention occidentale de l'Europe pour imposer un gouvernement que nous, on aime le plus et on supporte le plus. Parce que cela aurait provoqué dans toute l'Afrique une réaction négative. On serait tous vus comme des colonialistes qui arrivent dans les lieux comme des oiseaux méchants, rapins, pour prendre ce dont ils ont besoin. Ce n'est pas la manière dans laquelle il faut se rapporter humainement avec l'Afrique. Ce sont certains des aspects pour lesquels on est en train de travailler. On est par exemple même en train d'écouter. On a eu un grand événement consacré à l'Afrique, dans lequel on a par exemple impliqué d'autres pays impliqués avec l'Afrique. Et en novembre, on aura un autre événement
entre Afrique et Italie. Mais on est en train de travailler et j'ai réuni les ambassadeurs africains pour leur demander ce qu'ils nous demandent et non pas ce que nous, on demande à eux. Ils m'ont demandé d'apporter certains de nos ministres et de se confronter, de dialoguer avec eux. Et donc, on a déjà fait 2 rencontres dans lesquelles on est en train de bâtir ce dialogue pour qu'on puisse construire ce dialogue d'amitié. Merci. Je viens de parler déjà de certains sujets, mais je voudrais vous poser la question fondamentale en mettant ensemble 2 questions qu'on avait, c'est-à-dire parler du plan Mattei. Je me rappelle que déjà il y a quelques années, vous citez un plan Marshall pour l'Afrique à partir de 2015. Donc la première question est de comprendre si ce plan Mattei reprend cet aspect, mais surtout si même après la conférence du 23 juillet, si vous pouvez nous donner des éléments en plus, parce qu'on est très intéressé à ce sujet. D'un côté, je vous demande de nous parler des contenus, s'il y a déjà des contenus, et de la méthode. Quand je parlais des plans Marshall, je parlais en tant que commissaire européen, ensuite de président du Parlement européen, je parlais des stratégies communautaires. Pour ainsi dire, comme une stratégie journalistique, le plan Mattei est la situation italienne du plan Marshall européen. Je voudrais que tous les pays européens essaient de faire ce que l'Italie est en train de faire pour favoriser la croissance du continent africain. C'est une stratégie, celle qu'on est en train de mettre dans le terrain, très articulée et complexe. Bien évidemment, il y a des aides au développement que le ministère duquel j'ai l'honneur d'être à la guide, à la conduite. Il y a environ 2 milliards et une centaine de projets dans tous les pays de l'Afrique. On pourrait peut-être ajuster les politiques d'investissement, comme je dis toujours, parce qu'on peut toujours s'améliorer. Mais il y a aussi, avec ces investissements, à mon avis, la possibilité de faire en sorte que notre savoir-faire d'un grand pays de manufacture, un pays qui a 4 millions d'entreprises, une industrie de bon niveau, le savoir-faire d'agriculteurs et entrepreneurs peut être transféré dans les continents africains. Comme je disais, c'est comme avec des accords qui peuvent être vaincants pour eux et pour nous. Je peux faire un exemple qui concerne les secteurs agricoles. Nous avons été avec le ministre Bernini en Égypte pour conduire une délégation d'entreprises du secteur agricole, non seulement dans le sens agricole, agro-industriel, mais aussi pour les entreprises qui ont des machines agricoles, parce qu'il y a une très grande expérience italienne sur la cultivation des terrains difficiles. Des champs difficiles, pardon. Dans cette situation de type entrepreneurial, il y a une situation connectée à la recherche parce que nous savons très bien que le changement climatique est en train de détruire une bonne partie de l'agriculture, je pense de manière particulière à l'Afrique subsaharienne. À partir d'une recherche qui vise sur des plantes plus résistantes. Dans le Parlement, nous avons présenté et fait approuver un financement sur la recherche pour le développement technologique des plantes qui sont plus durables et résistantes au climat et à d'autres éléments
qui réagissent mieux quand il y a le désert qui est très fort et très puissant. Mais ce sont des plantes aussi qui n'ont pas besoin de médicaments particuliers chimiques et qui ont besoin donc d'une aide qui pourrait être dangereuse pour les territoires. Donc le résultat de cette mission, c'est que le gouvernement égyptien a donné beaucoup d'hectares aux entreprises italiennes pour qu'on puisse cultiver aux côtés du Nil et transformer une partie abandonnée en terrain, un champ qui puisse commencer à produire de manière autosuffisante pour les céréales. Par exemple, une situation connectée à ce qui se passe en Ukraine pour le couloir de la mer Noire. Mais par exemple, même ce que l'ENI fait avec une grande capacité, tous les accords qu'on est en train de faire en Afrique sont des accords qui ne sont pas de pure exploitation de l'énergie. Nous mettons, et je parle de l'Italie, nous l'Italie, mettons à disposition la technologie. On en trahit un avantage, mais l'avantage c'est particulièrement connecté pour le pays qui envoie en extraire le gaz, le pétrole et ensuite disons. Une situation qui n'est pas seulement connectée à moi, je te paye, mais aussi à la possibilité de pouvoir utiliser les résultats de notre technologie, je pense en matière technologique et énergétique, même pour ces pays. L'Union européenne est en train de financer un nouveau lien électrique entre la Sicile et la Tunisie, par exemple. Donc, on a beaucoup de projets, mais regardons, par exemple, au type de rencontres qu'on est en train de multiplier, par exemple, avec les pays comme l'Angola et d'autres pays de l'Afrique, par exemple, avec le Corne d'Afrique, où il y a une histoire particulière, traditionnelle de présence italienne. Je pense en Somalie, par exemple, en Éthiopie, en Érythrée. Malheureusement, la guerre a créé beaucoup de morts, des victimes, et on peut travailler, par exemple en Djibouti, et on est en train de travailler pour renforcer la présence italienne qui est en direction de la collaboration, n'est pas donc à offrir de l'argent, mais faire en sorte qu'il y ait une action d'amitié concrète. J'ajoute qu'on est en train de travailler très intensément sous l'aspect culturel et formateur. On a fait naître des bourses d'études pour faire former en Italie et dans nos universités des jeunes Africains pour leur donner notre savoir-faire, mais quand ces jeunes vont rentrer dans leur pays, ils vont être des managers, des dirigeants d'entreprise, des politiciens, des chefs de militaires, mais ils auraient l'Italie comme point de référence, comme amis, parce qu'ils connaissent la langue italienne. On est en train d'augmenter le nombre d'écoles italiennes dans le monde entier et en Afrique pour créer cette relation d'amitié en sachant qu'entre les Européens, l'italien est entre les bien aimés dans les continents africains. On ne doit pas perdre ce sentiment concernant les Africains, et si on sait bien agir, on devra sûrement tuteler, protéger nos intérêts, mais on va continuer à mettre de coin l'aspect africain, mais on va développer cela. Par rapport au contenu et à la thématique de l'agriculture, à la filière agricole, la thématique de l'énergie, ce sont donc des voies très importantes pour les plans Mattei. Il y a aussi l'aspect de la formation, de l'éducation. Donc, à partir de notre expérience en Afrique, je retiens que la clé, c'est la formation, parce qu'un homme formé, éduqué, peut être une personne qui, dans le pays, fait la différence. Le capital humain, voilà. Sur cela, qu'est-ce que vous pourrez nous dire concernant la formation des petites entreprises, voilà. Mais l'Italie est en train de faire quelque chose sur cela, bien sûr.
on est en train de faire des écoles italiennes sur les territoires étrangers. On est en train de travailler sur cela, mais déjà dans les décrets flux pour favoriser une immigration régulière, il y a une partie additionnelle sur les immigrés qui peuvent venir travailler en Italie, et à ces migrants, il y a aussi d'autres migrants déjà formés, éduqués à travers nos consulats, nos écoles italiennes dans les territoires étrangers, qui vont venir travailler directement en Italie, en plus des territoires, des flux normaux. Donc la coordination est vraiment très fondamentale. Il faut bien sûr investir plus sur le continent africain. On est en train d'ouvrir, par exemple, plus d'ambassades. On a déjà décidé, avec le Conseil des ministres, en Mauritanie, par exemple, on a décidé d'ouvrir une autre ambassade. La Mauritanie est un pays très important pour la stabilité de l'Afrique subsaharienne. Et il y a une influence positive, non seulement de nos diplomatiques, mais parce que ce qu'on a vu en Soudan avec nos concitoyens, et en Soudan et en Niger, durant des moments les plus compliqués, n'ont jamais été touchés, ni d'un côté ni de l'autre. Cela veut dire donc qu'on a bougé de manière intelligente. Je crois quand même que, concernant la formation, on devrait soutenir non seulement de manière politique et économique, la présence des missions chrétiennes, parce que le monde missionnaire effectue un rôle plus grand et non seulement transcendant pour favoriser la croissance, la formation de tant de jeunes. Et on ne doit pas oublier cet aspect. On doit être reconnaissant à ces missionnaires. Mais il faut que je dise aussi que quand on a réussi à résoudre ces problèmes, même grâce à l'intérêt du père albanais au problème de l'hôpital de Bani. Aujourd'hui, j'ai eu aussi un dialogue avec des sœurs salésianes pour systémer quelque chose avec le général Castaldo qui est en train de dire oui. Un travail en Érythrée avec les sœurs italiennes, salésianes, c'est un travail vraiment très grand. Et on parle de présence culturelle, donc formatrice. Ce n'est pas mon rôle de m'occuper de l'aspect transcendentiel. Je suis bien content qu'il y ait. Mais je peux juste dire, en tant que ministre des étrangers, favoriser ces actions pour qu'elles aient de l'action désintéressée. C'est très important. Désintéressée, donc gratuite. Je veux juste un moment parler d'autre chose. Quand j'entends parler mal des prêtres et moines, je pense aux missionnaires qui sont éparpillés dans le monde entier, qui ont consacré leur vie aux plus faibles. Je dirais chapeau à eux pour ce qu'ils font, parce que c'est extraordinaire. Cela rentre toujours dans cette éducation. Pourquoi l'amour pour l'Afrique? Parce que quand on est enfant et tu vas à l'école primaire et on t'enseigne que quand on est tous les mêmes, peu importe la couleur de la peau, on ne doit pas être raciste. C'est ça ce qui compte. Je n'ai jamais été raciste parce que les sœurs m'ont enseigné, mes parents voulaient que j'ai une éducation chrétienne. Et c'est fondamental parce que même cette culture de mépris qui se confond avec le racisme pour les distinctions de la couleur de la peau, on ne devrait pas avoir ça. Un criminel peut être jaune, noir, blanc. C'est un criminel indépendamment de sa couleur de peau. Mais on doit penser qu'on a face à nous
des personnes, des êtres humains comme nous. Peut-être qu'ils seront moins riches que nous, mais ils sont des êtres humains comme nous. Nous sommes nés ici aléatoirement, mais on aurait pu naître en Afrique, d'autres pays. C'est d'un point de vue de culture et de présence, c'est fondamental parce que cette attitude positive de nos missions en Afrique favorise même une action de présence italienne, parce que l'image positive du prêtre, de la sœur missionnaire qui sont là-bas, qui sont italiens et qui enseignent italien et qui sont dans une école bien formée, ce sont même eux des ambassadeurs de notre pays qui permettent à l'Italie de suivre nos ambassadeurs qui vont au nom de Dieu. Et s'ils sont italiens, ça veut dire que cela aide aussi notre pays. On a fait une réunion, on voudra en faire une autre avec les missionnaires italiens, parce que je crois que c'est bien juste et valable pour l'intérêt national de soutenir toutes les initiatives de ce genre. Donc, c'est pas que le ministre est chrétien, donc cela aide. Le ministre aide en tant que ministre. Et s'il est chrétien ou pas, c'est une question personnel, additionnel, mais l'être ministre et le comprendre que ces missionnaires sont partie du système italien et aident l'Italie et le dialogue avec l'Afrique, c'est un fait qui ne va pas être sous-estimé. Donc je crois que bientôt on va organiser une conférence avec tous les ambassadeurs avec la croix. Sûrement la valeur civile de l'Église et des missionnaires en Afrique a un grand impact et il est important de le reconnaître, même dans les aspects opératifs. Donc j'ai l'occasion, à propos de ça, de faire une petite digression concernant l'Afrique, qui ne concerne pas trop, c'est-à-dire la liberté de la religion. C'est un thème très cher à nous ici au meeting. La liberté religieuse dans le sens de la possibilité de tout le monde d'exprimer la foi. Vous avez cité en juin, nominé un envoyé spécial pour la liberté religieuse pour les minorités chrétiennes. Le ministère a donné des ressources et des projets à faveur de minorités chrétiennes. C'est un thème donc que vous sentez comme quelque chose de très important, même par rapport à ce que vous disiez avant, parce que le rôle qu'a l'Église, surtout l'Église catholique, est très important. À propos de ça, comment les gouvernements et les ministères veulent progresser et quels sont les problèmes qu'il peut y avoir, surtout à cause des critiques dont vous parlez avant. Je voudrais citer une phrase à propos des minorités religieuses, le président égyptien Aziz a cité. Pendant la dernière rencontre que j'ai eue avec lui, au troisième point, j'ai posé le problème des Coptes. Et j'ai dit la minorité copte, et lui qui avait été très très gentil jusqu'à ce moment-là, il a mal réagi. Il a dit que la minorité copte ce sont des Égyptiens comme tous les autres, des religions chrétiennes. Mais il ne s'agit pas d'une minorité, il s'agit des Égyptiens. Cela devrait être un privilège dans tous les pays du monde. Il y a quelques jours, on a assisté à la dévastation en Pakistan de plusieurs églises parce que deux chrétiens auraient cassé une page de l'Évangile. Mais même si ça était vrai, on ne devrait pas détruire un village entier. Donc ceux qui professent une religion différente, surtout, souvent l'homme a idéalisé la religion pour se battre et pour gagner. Mais je crois qu'on ne peut pas ne pas tuteler les droits de chaque être humain, de professer sa propre foi dans la liberté.
comme même les musulmans peuvent le faire, ou les bouddhistes, ou les juifs. Chacun en Italie professe sa religion. Et cela devrait être comme ça dans tout le monde, sans se haïr pour une raison religieuse. J'ai très apprécié, par exemple, j'étais le premier ministre à visiter, à voir dans les Émirats arabes. On a créé un centre de religion et même le même architecte a bâti une église, une mosquée et une synagogue. Et les trois sont très proches, elles sont attachées l'une à l'autre. On peut rentrer et faire le tour des trois lieux de culte. Là-bas, donc, il y a vraiment la liberté et religieuse. Dans un pays où il y a une majorité musulmane, où il y a plusieurs immigrés et chrétiens, on a décidé d'avoir une vision tolérante de la religion. Et ce principe de toléricité devrait exister partout. En Albanie, pendant plusieurs années, et même maintenant, il y a plusieurs gens de différentes religions qui sont mariés. Donc c'est une question des foi qui devrait mener à la paix. Si on rappelle à ce que Jean-Paul II a fait, dans le vers de Assisi, il ne renonçait pas à son opinion catholique, mais il pensait que tous ceux qui croient à un Dieu, n'importe quelle religion ils professent, ont tous un regard qui est adressé non pas seulement vers le bas, la terre, mais vers Dieu. Et donc la religion devrait mener à la paix. Voilà pourquoi il est important de défendre le droit à professer la foi. Mais ce droit doit être défendu non pas avec la violence, mais avec le dialogue. Le dialogue entre les religions, et il est vraiment fondamental. Dans l'article 17 du traité de l'Union européenne, dont j'ai été même responsable pendant que j'y travaillais, j'ai vu qu'il y a eu plusieurs imams persécutés par des musulmans parce qu'ils ne rendaient pas hommage aux victimes de la synagogue de Bruxelles. Ils étaient des êtres humains pour les imams. Mais pour eux, les imams étaient des trahisons de la foi. On a donc besoin du principe de réciprocité. Mais on a besoin en même temps que les chrétiens, dans les pays où ils sont une majorité, n'aient pas peur à se nommer comme des chrétiens. Parce que sinon, la minorité qui n'est pas chrétienne ne va pas les respecter. Le fait d'enlever la croix dans les écoles ou dans les bureaux publics n'est pas un respect de la minorité. Mais il s'agit d'une faiblesse. Le fait de renoncer à sa propre identité est une faiblesse. Et quand on renonce à son identité, on devient violent, on devient intolérant. Parce que le fait de renoncer à l'identité est un signe, une marque de faiblesse et non pas de force. Je me rappelle qu'une fois, il y a eu un service d'un TG qui racontait d'un directeur, d'un chef d'une école qui avait décidé de ne pas faire la crèche vivante dans cette école pour respecter les élèves qui n'étaient pas chrétiens. Les journalistes ont intervisté les mères des élèves qui n'étaient pas chrétiens. Et les mères ont dit, mais en fait, nous, on n'a rien demandé pour nous. C'était bien de faire la crèche parce que nous, on croit, par exemple, même la Sainte Vierge. Et on n'a jamais demandé de ne pas faire la crèche. Cela signifie quoi? Que si tu renonces à ton identité et tu as peur de professer ta foi, tu vas rencontrer quelqu'un d'autre qui est habitué à croire et qui ne va pas te respecter.
et qui va essayer peut-être lui-même de s'imposer sur toi, d'imposer son modèle. Donc voilà pourquoi, si on croit dans les dialogues, on doit être certain de notre identité. Et ici en Italie, cette identité ne peut pas qu'être chrétienne. Benedetto Croce disait que ce n'est pas exclure les autres, mais c'est notre identité. Une identité chrétienne. Et la culture chrétienne, c'est quoi? La séparation entre État et Église. Donc, c'est le dialogue, liberté d'expression. Donc, l'État ne t'impose pas une chose. Cela veut dire que nous, on doit se battre dans tout le monde. Il faut vraiment s'engager et s'impliquer. Je ne comprends pas pourquoi, s'il y a une minorité d'autres types qui est offensée, alors tout le monde s'agite. Mais si c'est la minorité chrétienne qui est offensée, alors il n'y a pas de réaction. Cela n'est pas bien parce que la tutelle concerne toujours la tutelle de la personne. Je peux dire la dernière chose concernant l'Afrique. Avant, je voudrais dire que c'est vraiment intéressant ce que vous disiez par rapport à Sisi. C'est-à-dire que les Coptes sont des citoyens égyptiens. Parce que c'est le même concept que Pape François exprime dans Fratelli Tutti. Quand il dit qu'il faut retrouver le concept de citoyenneté. Il faut travailler pour que les personnes d'autrefois, ce sont des citoyens et non pas des minorités avec des droits particuliers. Parce que c'est à travers le concept de citoyenneté, c'est-à-dire à partir de la valeur de la personne avec des droits et des devoirs, qu'on peut bâtir une vraie amitié. Et cela est vraiment intéressant, parce qu'on comprend comment, en partant de cette idée, on peut trouver la possibilité de collaborer avec ceux qui ont une autre foi. Nous, quand on pense à celle qui a été pendant plusieurs années une communauté forte, non chrétienne, c'est-à-dire la communauté juive, les Juifs ont été protagonistes de la Renaissance. Il y a beaucoup de militaires, de soldats qui sont tombés pendant la Première Guerre mondiale et les familles de ces militaires ne comprenaient pas pourquoi. Ils s'étaient battus par l'Italie et maintenant l'Italie ne reconnaissait pas des droits. Il s'agissait des Italiens comme les autres qui étaient juste juifs, mais ils étaient italiens. Ils étaient donc une partie de notre histoire, de notre culture et de notre identité. Ils avaient été vraiment des citoyens très forts parce qu'ils s'étaient battus pour la patrie. Ceux qui sont morts pendant la guerre se sont battus pour la patrie, pour l'Italie. Donc, de ce point de vue, je suis très d'accord. Mais je voudrais raconter une histoire concernant l'Afrique qui j'ai vraiment à cœur. On a écrit ensemble à mon cabinet au ministère des étrangers. Pas trop loin d'ici, il y a la maison de Jean-Paul XXIII. Et j'ai eu la possibilité de la voir avec ma femme. Et là-bas, j'ai vu plusieurs femmes africaines qui avaient été sauvées. Et elles nous ont raconté des histoires terribles de servitude, des esclavages. Et j'avais jamais vu dans ma vie une femme africaine qui s'est jetée en genoux face à moi. J'avais jamais vécu ça parce que c'est un signe de désespération et de soumission. Cette femme, en parlant un peu en anglais, un peu en italien, me disait qu'elle n'avait plus vu sa fille, qui était en Niger.
et elle n'avait plus vu sa fille, qui était confiée à sa grand-mère. Et il semblait impossible. Mais il y a un mois, on a arrivé à faire arriver cette fille, cette petite fille, en Italie. Et maintenant, elle est ici en Italie avec sa mère, qui est sortie de la voie de la prostitution. Et cette femme noire, cette femme africaine, a demandé à moi et ma femme d'être marin du baptême. Donc la politique n'a rien à voir avec ça. Mais dans ce cas-là, la politique a été utile à cette femme qui avait beaucoup de blessures, à avoir au moins une blessure soignée. Et même à cette fille qui est venue du Niger. Une dernière question télégraphique. Nous, en tant qu'AFSI, on a une vision. Si vous ne savez pas, la première sortie publique du ministre Tajani, quand il a été nommé, a été quand nous, on a organisé en octobre, à l'occasion de la 50e année de AFSI, on a l'idée de travailler en tant que chaque personne puisse être protagoniste de ça. Si vous devez dire en quelques mots quelle est la vision qui vous guide dans le rapport avec l'Afrique, quels mots vous choisirez? Quels sont les mots à tenir en considération en tant que ministre? Ce sont les mots qui devraient conduire et qui conduisent ma vie. Et donc la centralité de la personne, la solidarité par rapport aux autres, pour les autres parce qu'on n'est pas né pour vivre tout seul, mais on est né pour vivre avec les autres, et qui a plus que les autres a le devoir d'aider, qui apparemment a moins. Donc qui a moins devrait aider à qui a encore moins à découvrir les ressources qu'il a. Toujours en découvrant avec un esprit de fraternité et non pas avec un œil de supériorité, parce que cela devient quelque chose de détestable, parce que ce sont des choses qui doivent conduire la vie d'un politicien. J'essaye, après, bien sûr, je fais des erreurs, mais j'essaye de faire cela parce qu'on m'a enseigné cela depuis quand je suis un enfant. Et à la maison, on m'a toujours dit cela, à l'école et en paroisse aussi. Et il faut que je dise que cette formation chrétienne, je ne suis pas un bon chrétien, je suis un chrétien. Mais certainement, cette éducation m'a donné une vision. Je sais toujours quelle est la ligne à suivre, même quand elle est difficile. Mais il y a toujours une étoile à suivre. C'est une étoile qui me donne de la sécurité. Dans la vie, c'est une chose très difficile à acquérir, la sécurité. Et cette étoile, depuis quand je suis un enfant, maintenant je suis un peu plus âgé, m'a toujours donné, dans les mauvais moments et dans les bons moments, une grande sécurité. Cela m'a enlevé les peurs, m'a fait sentir dans la voie correcte, même avec toutes les erreurs que j'ai faites. Mais peut-être c'est une grâce, c'est un miracle. Je ne suis pas capable de le dire, mais certainement, ces enseignements ont été déterminants, fondamentaux pour ma vie, et j'essaie de le transmettre à mes fils, à mes enfants, parce qu'on ne peut pas être heureux, mais on peut être serein quand, par exemple, on a une grande responsabilité dans les rôles que par exemple, je suis en train de faire. Mais cette étoile, s'il n'était pas là,
peut-être cela m'a pas donné la force de faire ce que je suis en train de faire maintenant. Merci le ministre. On remercie le ministre non seulement parce que dans ce moment de dialogue, il nous a aidé à comprendre de manière plus forte le rapport avec l'Afrique, ce que le ministère voudrait faire avec l'Afrique, l'Italie et l'Afrique, ce type de relations qu'il y ait. Mais on sort de cette rencontre avec les idées plus claires. Mais merci aussi pour votre contribution personnelle que vous avez voulu nous partager avec nous, parce que nous a fait comprendre pourquoi vous êtes bien impliqué avec l'Afrique de ce type de relations. Je vous remercie donc pour avoir partagé ça. Je remercie tout le monde pour la rencontre, pour la participation. Merci beaucoup. Normalement, quand on dit qu'on est chrétien, on n'applaudisse pas. Heureusement, cela me donne vraiment de la force parce que ici, je reçois des applaudissements. Je vous rappelle seulement les kiosques d'Una Hora afin de permettre au meeting d'exister, de continuer avec son existence et pour permettre d'avoir des rencontres comme ce type de rencontre qu'on a eu aujourd'hui. Merci à tous. La civiltà dell'amore, fratelli e sorelle, costruite senza stancarvi mai questa civiltà. Lavorate per questo, pregate per questo, soffrite per questo. Poi andiamo a mangiare. Questo è il piano. Io sono il suo accompagnatore e la riporto anche. Il senso religioso o l'esperienza religiosa è innanzitutto un fatto, un fenomeno obiettivo, un fatto reale. Non è un'idea, innanzitutto non è un modo di sentire. Non solo si tratta di un fatto, di un avvenimento, ma del fatto più imponente e più inestirpabile della storia dell'uomo. Più imponente, più vasto, che neanche il fenomeno dell'amore dell'uomo e della donna, che neanche il fenomeno del rapporto tra genitori e figli. Perché il senso religioso è un avvenimento che pone, che afferma o che ricerca l'orizzonte entro il quale acquisti senso anche il rapporto tra l'uomo e la donna, anche il rapporto tra genitori e figli. Perciò è più vasto, perfino di quelli
Quello che ti serve quando ti serve. Come il piano Easy Smart a canone zero, anziché a 3,90 € al mese. Easy Bank, semplicemente banca. Quello che ti serve quando ti serve. Nasce Easy Bank, la nuova banca digitale di Intesa San Paolo. Easy Bank, semplicemente banca.